Eh bien, merci pour cette introduction. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Parfait. Alors oui, désolé pour le résumé trompeur, mais le titre de ma présentation ne sera pas exactement le même. Donc, je m'appelle Dorian Le Révérend, je suis doctorant au Centre de mathématiques appliquées à l'École Polytechnique et également donc, membre de l'équipe projet, enfin, du projet d'équipe projet IDFix, encadré par Oussem Adar et Mathieu Ossal. Donc, je vais vous présenter une partie de mes recherches et mon sujet de thèse euh, porte sur donc les problèmes inverses appliqués à l'audio spatialisé. Euh, pour commencer, je voudrais juste faire un petit peu de contexte et parler des différents travaux de recherche propres à l'acoustique, qui donc sont fédérés par Mathieu Ossal dans le groupe de recherche X Audio. Et donc, je vais citer quatre catégories de projets en essayant de ne pas trop m'attarder. Donc, il y a des travaux de recherche en acoustique des salles, notamment avec du développement de moteurs ray tracing. Il y a également donc, des travaux de recherche dans le calcul haute performance pour l'acoustique, donc c'est plutôt à cette catégorie-là que je me rattache, donc qui utilise beaucoup la toolbox GypsyLab dans MATLAB pour notamment de la détection sonar ou des calculs de HRTF. Ensuite, il y a également du développement logiciel pour l'ingénieur du son. On peut citer donc un logiciel qui s'appelle MyBino, qui permet du mixage multicanal et de la synthèse binaurale en temps réel. Et enfin, donc, des progrès sont en cours dans le domaine de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, et notamment dans la localisation et le guidage de personnes malvoyantes pour augmenter leur autonomie. Donc, comme je le disais, moi, je me rattache plutôt à la partie calcul haute performance pour l'acoustique. Euh, et ma thèse, elle est financée par la région Île-de-France en partenariat avec Mon Cartable Connecté, qui est une association qui a pour objectif de faciliter la scolarisation d'enfants qui sont hospitalisés sur une longue durée. Pour ce faire, donc, ils fournissent un équipement de visioconférence qui se matérialise par cette espèce de valise qui contient donc tablette, caméra, routeur Wi-Fi, etc. Du côté de la chambre d'hôpital, l'enfant il a une tablette qui permet donc d'être en communication directe avec sa salle de classe. Cet équipement et cette association sont conventionnés par le ministère de l'Éducation nationale et ça permet à chaque année à des centaines d'enfants qui sont hospitalisés de ne pas redoubler, d'éviter le redoublement et même certains passent le baccalauréat. Euh, et donc ça peut sauver une scolarisation sur du long terme. Mon objectif à moi dans tout ça, c'est d'améliorer la qualité du son lors des échanges entre cet élève distant et sa classe en proposant donc d'ajouter un micro de bonne qualité et qui soit capable de capter un son en 3D et qui serait couplé avec un petit plugin qui permettrait de naviguer facilement dans une scène sonore en 3D. Et donc, ça implique de fournir un prototype à cette association. Mais d'abord, pour comprendre ce qu'est l'audio 3D, on va s'intéresser à cette faculté qu'ont les êtres humains à identifier des directions d'incidence, de sources sonores, à partir de leurs oreilles. Donc, les phénomènes en jeu, c'est les phénomènes de diffraction du corps humain. Et en réalité, donc, les ondes sonores, qui sont des ondes mécaniques, matérielles, sont impactées par les changements de milieu. Ce qui fait que notre propre présence dans l'espace sonore modifie le comportement des ondes et les ondes vont parcourir des chemins qui sont différents pour atteindre chacune de nos deux oreilles. Sur cet exemple illustratif et schématique, on voit donc une source qui est située à droite de la tête de quelqu'un, va avoir donc un signal reçu d'abord sur l'oreille droite et ensuite sur l'oreille gauche, et ça génère une différence, un retard entre les deux oreilles. Et également, l'oreille qui est du côté de la source va recevoir un son qui a un niveau sonore plus élevé. Le cerveau, depuis notre enfance, notre plus jeune enfance, il est habitué à interpréter ces différences de signal reçu entre les deux oreilles et il nous donne donc une impression de spatialisation basée sur donc notamment ces deux aspects-là, mais également sur des modifications du spectre pour nous donner des impressions de distance avec de la réverb, par exemple, ou des choses comme ça. Mathématiquement, on peut modéliser ces phénomènes de diffraction dans des fonctions qu'on appelle HRTF. Ça nous vient de l'anglais pour Head Related Transfer Function. Donc, c'est donc des
fonction de transfert acoustique, qui en fait représente la réponse acoustique de notre corps en fonction d'une position d'une source sonore en 3D et de la fréquence du son qu'elle émet. Et donc généralement, ces fonctions-là, elles sont utilisées comme des filtres audio par des ingénieurs du son qui mélangent ça avec de la synthèse binaurale pour recréer une impression, une immersion 3D dans des scènes sonores qui sont virtuelles, c'est-à-dire qu'on écoute simplement avec un casque ou des écouteurs. On peut mesurer une HRTF et on peut les calculer numériquement. Et donc, vous avez ici un exemple de protocole expérimental qui a été reproduit numériquement. Des micros sont positionnés dans les oreilles de quelqu'un et cette personne est entourée de haut-parleurs qui sont ici matérialisés par des petits cercles noirs. Voici donc un exemple de résultat numérique pour une fréquence donnée et pour une oreille donnée. Donc, ça représente la sphère des haut-parleurs. Et le niveau sonore, donc le niveau de couleur, est représenté par cette échelle en décibels. Et donc, on a une comparaison entre la mesure à 125 Hz et le calcul numérique à 125 Hz. Donc, maintenant qu'on a un petit peu exploré les perceptions, on va dire, physiques, je vais rentrer un peu plus dans le détail de la modélisation. Donc, je vais noter dans tout ce qui suit phi comme étant la solution fondamentale de l'équation de Helmholtz. Et je vais noter US, le champ diffracté d'un problème de diffraction. Le problème de diffraction, je l'écris comme suit. Donc, US vérifie une équation de Helmholtz homogène sur oméga E, qui est l'espace extérieur à mon domaine. Donc, le domaine, c'est ma tête. Sur le bord de l'objet diffractant, on se munit d'une condition de bord mixte, entre donc une condition d'impédance. Et pour respecter la causalité de ce champ acoustique, on lui impose une condition de rayonnement à l'infini, ici la condition de rayonnement de Sommerfeld. Pour ce qui suit, je définis les potentiels acoustiques de simple couche et de double couche, ainsi que les opérateurs trace et trace normale associés sur la frontière de l'objet. La normale étant la normale sortante à notre objet diffractant. Le théorème central qui va nous intéresser pour cette résolution numérique, ça va être le théorème de représentation intégrale, qui nous dit qu'il existe un unique champ que j'ai appelé Q sur la surface de notre objet, qui va nous permettre de déterminer la valeur de notre champ diffracté en tout point de l'espace à l'extérieur de l'objet, en fonction du rayonnement de cette densité surfacique. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de reconstruire une information qui est dans tout l'espace à partir d'une information qui est uniquement surfacique. Donc ensuite, si j'injecte cette représentation, qui est en fait une représentation intégrale dans ma condition de bord, et si j'utilise donc maintenant les opérateurs de trace et de trace normale, ça me permet de déterminer une équation intégrale associée à mon problème de diffraction. Par la suite, cette équation intégrale, elle est discrétisée sur un maillage qui dispose d'une quadrature, sur lesquelles on peut définir également des fonctions test. Et ça nous permet donc de résoudre de manière discrète par la méthode des éléments finis de frontière. Tout ceci est réalisé avec le logiciel GypsyLab, Toolbox greffé à MATLAB et développé par François Allouge et Mathieu Ossal. Donc, l'avantage, c'est qu'on va éviter de représenter, en tout cas de discrétiser l'intégralité de notre espace 3D, on va uniquement discrétiser la surface de notre objet. Mais un des désavantages, c'est que comme on va vouloir résoudre notre problème sur une grande plage de fréquences, et notamment sur des fréquences qui vont jusqu'à 24 kHz, on a un maillage qui comporte beaucoup de nœuds, et on veut résoudre sur beaucoup de fréquences. Or, la spécificité de la méthode des éléments finis de frontière, c'est qu'on a un système matriciel qui est dense, donc on manipule des matrices pleines, ce qui fait qu'on a une quantité de données qui doit être stockée, qui doit être calculée, qui devient astronomique. Pour stocker ne serait-ce qu'un seul des opérateurs présents ici, il faut, sur un maillage réaliste, pour une seule fréquence, déjà plus de 2 gigaoctets de stockage. Et ensuite, il faut aussi prendre en compte la mémoire vive qui doit être utilisée pour faire les calculs d'inversion, les produits matrices vecteurs, etc. Donc on a opté pour des méthodes qui sont performantes, associées à des solveurs itératifs.
Et donc, je vais vous présenter la méthode des matrices hiérarchiques. Pour ceux qui connaissent la méthode multipôle rapide, on peut voir cette méthode-là comme son pendant algébrique. Donc, l'objectif est simple. On part d'une matrice, donc une matrice classique, matrice pleine, et on la découpe successivement en plusieurs blocs, de sorte à créer une structure arborescente. Et ensuite, chacun des blocs de cette structure-là, on va analyser son rang, et en dessous d'un certain seuil, on va considérer que ce bloc-là peut être compressé comme un produit d'un vecteur colonne par un vecteur ligne. Ça permet, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, d'avoir plein d'informations qui sont compressées. Donc en fait, on va approximer notre matrice initialement pleine comme étant une matrice finalement quasiment creuse. Les blocs que vous voyez en rouge sont des blocs qui sont pleins de coefficients, et les blocs qui sont en bleu sont les blocs qui sont compressés. Donc cette représentation-là, elle peut être trompeuse parce que je représente ça de manière matricielle, mais en réalité, il s'agit bien d'une structure arborescente. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des algorithmes qui existent et qui sont intégrés à GPSylab, qui nous permettent de reproduire une algèbre sur les matrices compressées, et donc notamment d'effectuer des produits matrices vecteurs ou des inversions. Donc, sur un exemple simple, j'ai représenté un petit peu le gain en temps qu'on peut avoir grâce à cette méthode-là par rapport à un solver exact et de l'algèbre plein. Donc, vous avez ici, en fonction de la précision en norme infinie de notre méthode de résolution compressée, le temps de calcul, et on compare par rapport à la méthode avec une algèbre pleine. Le compromis qu'on a gardé, c'est avec une précision de 1 pour 1000. Et donc, je vais vous montrer tout de suite un résultat de calcul de HRTF complet. Donc, pour faciliter la visualisation, je représente uniquement l'amplitude spectrale de la HRTF, et je représente uniquement les sources qui sont situées sur le plan azimutal. Donc, c'est le plan qui passe par le nez et les deux oreilles. Je l'ai représenté les sources par les points rouges ici autour de la tête. Elles sont rangées par ordre croissant d'azimut sur cet axe-là, sur l'axe des ordonnées. Et sur l'axe des abscisses, on a rangé par ordre croissant les différentes fréquences qu'on va balayer de 20 Hz à 24 kHz. Donc sur la gauche, vous avez un résultat de mesure expérimentale, et sur la droite, vous avez un résultat de simulation numérique utilisant donc, les méthodes des matrices compressées que j'ai présentées juste avant, qui résout donc par la méthode des éléments finis de frontière l'équation intégrale que j'ai présentée juste avant, et qui fait un calcul parallèle sur 32 cœurs, étant donné qu'on veut résoudre 129 fréquences et qu'on ne veut pas y passer 10 jours. Et donc, in fine, ce calcul, il a demandé très peu de mémoire vive, et il a demandé 3 heures et 11 minutes de calcul, ce qui est quand même acceptable. Mais on peut déjà critiquer cette méthode de résolution par le résultat qu'on voit à haute fréquence, notamment. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une atténuation de l'amplitude spectrale à haute fréquence sur les résultats expérimentaux qu'on n'observe pas sur les résultats de simulation. Et notre premier réflexe a été de remettre en question la condition de bord. Parce que même si j'ai présenté tout à l'heure une condition d'impédance, a priori, on ne connaît pas l'impédance en tout point de la surface de notre tête. Donc on a fait une première approximation, et ce résultat de calcul provient d'une condition de bord de Neumann. Donc ensuite, on s'est intéressé au problème inverse pour tenter d'améliorer ça. Problème inverse de reconstruction de l'impédance sur le bord de notre objet. Donc pour ça, on résout un problème de moindre carré par descente de gradient avec un taux d'apprentissage adaptatif. Et donc, on a également une régularisation qui porte non pas sur la fonction objectif, mais sur son gradient, afin de lisser directement l'impédance qu'on reconstruit. Pour régulariser, on résout un problème de Laplace-Beltrami sur la frontière, paramétré par un coefficient alpha. Lorsque alpha tend vers 0, ça revient à ne pas régulariser. Et lorsque alpha tend vers l'infini, ça revient à créer un gradient qui serait uniforme sur toute la surface de notre objet. Sur la droite, donc, je représente nos premiers résultats de reconstruction de cette impédance. Ici, donc, à basse fréquence, pour une centaine de Hertz, on voit qu'on reconstruit plutôt bien l'impédance avec donc, des zones identifiées
qui sont assez cohérentes avec la réalité, dans le sens où, sur les basses fréquences, ça va plutôt être les cavités de notre boîte crânienne qui vont rentrer en jeu. Et on voit qu'ici, ce sont les yeux et la bouche, enfin surtout les yeux d'ailleurs, qui interviennent dans la reconstruction de l'impédance. Par contre, à plus haute fréquence, ce qu'on voit, c'est qu'on a une impédance reconstruite qui est beaucoup plus chahutée, qui présente des fortes discontinuités. Et ça vient du fait qu'on a du mal à calibrer notre paramètre alpha pour des hautes fréquences. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que je vois que l'heure tourne. Et je vais donc parler un peu des perspectives de ce projet-là. Donc, dans un premier temps, pour améliorer le problème inverse d'impédance, on envisage de reconstruire uniquement en utilisant l'amplitude spectrale, car le problème vient peut-être de la phase qui est mal calibrée. On va se poser la question de l'unicité de la reconstruction sur ce problème-là. Et on s'intéresse également à un problème de reconstruction de forme pour essayer de trouver des géométries équivalentes d'un point de vue de la HRTF, équivalentes à la tête. Donc ça nous est demandé, c'est dans le cahier des charges demandé par l'association Mon Cartable Connecté, pour éviter d'avoir à positionner un micro qui soit en forme de tête dans une salle de classe. Et donc une fois qu'on aura avancé sur ces différents problèmes inverses, on essaiera de les combiner pour reconstruire de manière simultanée une forme et une impédance qui permettent d'obtenir une HRTF à partir de mesures. Le tout étant de servir le problème direct qui serait de calculer des HRTF pour des enfants, sachant que c'est quelque chose qui est très peu visible dans la littérature. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'étais assez clair et précis. N'hésitez pas à poser des questions.